le temple du soleil, Machu Picchu, Titicaca, Pachacamac, Nazca, Cusco. Que de noms qui ont fait chanter mon enfance. Et maintenant, ça y est, me v'là au Pérou. Mon rêve est devenu réalité, après 12h30 d'un vol sans histoire au-dessus de l'Atlantique. Lima, une petite visite à la ville coloniale s'impose. Premier bain de foule, premières églises, premier visage. Après une très courte nuit et 1 heure de vol, nous voici à Arequipa, à 2400 mètres d'altitude. C'est une ville réputée pour la qualité de son lait, de son fromage et de son chocolat. Elle est surnommée la Ville Blanche, non pas à cause de la couleur de ses murs, mais parce qu'elle fut habitée par les Espagnols, les Blancs pour les Indiens. Une nouvelle très courte nuit, une nouvelle heure de vol, et nous voici projetés à 3800 mètres d'altitude. Oh que c'est haut! Ça cogne dur dans la poitrine. Tiens, des lamas. Les cholitos et les cholitas sont des personnages de bande dessinée, avec leurs longues jupes colorées et leurs chapeaux boules. Sur chaque toit de maison paysanne, il y a 2 taureaux de céramique, une croix et une bouteille d'eau bénite. Il paraît que ça apporte bonheur et fertilité. Nous sommes dans un autre monde. La nécropole de Silustani de l'époque pré-Inca est fantastique.
Tout en bas s'étend Puno, bordé par le lac Titicaca. Cette balade sur le lac Titicaca restera inoubliable. Ce fut la découverte d'une autre planète. À ce contact avec ces sols en roseaux humides et mouvants. Les Indiens Huros ne sont plus que des vendeurs de souvenirs, mais ils ont gardé leur costume si typique. Et ces visages d'enfants à faire fondre le plus dur des cœurs de pierre. « 4h30 du matin, Puno s'éveille. Les pousse-pousse circulent et les cholitas sont déjà là pour vendre biscuits, cacahuètes et boissons. Voici la gare et le train express qui va nous emmener à Cusco, à 385 km de là. Express, vous avez dit? Bon, ça va tout de même nous faire 14h30 de route. « 12h30, grosse frayeur sur l'altiplano. 7 soldats de cuir noir vêtus, armes au poing, la tête encagoulée, courent le long du wagon. Au loin, à notre droite, 3 individus tentent de gagner la Bolivie avec un sac sur le dos. Mais à notre gauche, d'autres soldats noirs et armés de fusils surgissent. Ces masqués arrachent hommes, femmes et bagages à l'extérieur. Les sacs sont brûlés, les hommes fourrés dans des camions. Les femmes hurlent en s'accrochant aux bras des soldats. Puis, les fusils crachent leur feu et la violence redouble. Quelle triste scène et quelle frousse! La suite du voyage est plus calme malgré le vacarme des wagons. Nous sommes à 4300 mètres d'altitude et l'altiplano s'étend à perte de vue.
Chinchero. Le marché, haut en couleur, est tout à fait typique. Ici, pas d'argent. Tout fonctionne toujours sous le système du troc. Una mochilita, me quiero comprar. Quiero preguntarle, veo, no te metas. No. ¿Sí? Tout autour du village s'étiraient des terrasses agricoles, construites par les Incas et irriguées par de l'eau en provenance d'une source voisine. Ce site fut l'endroit de repos favori de l'un des premiers rois incas, Tupac Yupanqui. Una mochilita, me quiero comprar. Ollantaytambo. Cette cité a conservé la même infrastructure que les cités incas, avec son quadrillage de rues à angle droit, creusé de rigoles destinées à évacuer les eaux de pluie. Ces blocs de granit rose sont impressionnants. C'est là que l'Inca Manco, chassé de Cusco par les Espagnols en 1536, se réfugia pour y organiser sa résistance. Lundi 21 octobre, c'est enfin le grand jour, celui où je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve de gosse. C'est en train, depuis Ollantaytambo, que nous allons nous acheminer vers le célèbre Machu Picchu, à 2400 mètres d'altitude. Et sous le soleil en plus, c'est rare par ici. Oh Madre de Dios, ce panorama,
grandiose. La citadelle est là, à nos pieds, devant le mont Huayna Picchu. Son histoire, en fait, n'est pas encore bien éclaircie. Les premières fouilles commencèrent au XIe siècle. On a cru qu'elle pouvait être la capitale du royaume inca de Vilcabamba, fondé par les derniers survivants de la noblesse incaïque. Et toujours des bâtiments aux blocs de pierre imposants, parfaitement agencés et soudés sans le moindre mortier. Depuis la tombe royale, le Torreón, la résidence royale, nous arrivons à l'Intihuatana, ou cadran solaire. Situé sur une espèce de pyramide, le cadran est sculpté à même la pierre, et de là, on a une vue extraordinaire sur tout le site. Au pied du quartier royal s'étend celui des affaires et des prisons. C'est de nouveau en train que nous quittons notre Machu Picchu, des images merveilleuses plein la tête. Nous reparcourons la vallée sacrée des Incas, creusée par l'Urubamba, qui va aller se perdre dans l'Amazone. Cusco, ancienne capitale de l'Empire Inca, ville grandiose aux bâtiments d'époque, eux aussi faits de blocs énormes, parfaitement agencés. Sur les hauteurs de Cusco s'étend le site de Sacsayhuaman. Cette colossale forteresse, attribuée aux Incas des dernières dynasties, englobe 3 rangées de murailles successives utilisées comme bastions. Les blocs les plus grands peuvent peser jusqu'à 30 tonnes. Tambo Machai, généralement plus connu sous le nom du bain de l'Inca. Bâti sur une source, ce lieu aurait pu servir aux rites religieux dédiés à l'eau. Laissant derrière nous nos montagnes, nous quittons Cusco par la voie des airs pour retrouver la capitale, Lima. À 30 km de là, visitons le site de Pachacamac, de l'époque Nazca. Ici, pas de blocs gigantesques, mais des briques de couleur sable. N'oublions pas que nous sommes près de la mer. Voici l'oasis d'Ica, havre de fraîcheur, dans un désert brûlant.
Ce vol au-dessus des lignes de Nazca aura duré environ 15 minutes et aura réussi à me rendre malade. Je n'en ai rapporté que ces 3 images du singe, de l'araignée et du colibri. En cette saison extra sèche, ces lignes ne se détachent pas bien sur le sol de sable ocré. La balade dans la fournaise du cimetière de Chowchila m'aura fait oublier la déception du site de Nazca. Il y a 1 an, nous n'aurions pas pu venir ici, car de nombreux humains y ont été tués par les membres de la secte des Sentiers Lumineux. En plein désert, des ossements sont dispersés, blancs, séchés par le soleil. Des fosses murées de briques renferment toujours des momies authentiques, enveloppées dans leurs manteaux de laine et entourées de leurs objets personnels. Ah, j'en ai encore le frisson. Après le désert, voici la mer et la fraîcheur. En route pour les îles Ballestas. À gauche, sur la colline, le mystérieux chandelier de Paracas, creusé dans le sable à 1 mètre de profondeur. Par qui? Cela reste une énigme. Dix minutes plus tard, nous atteignons les îles Ballestas. Des milliers de cormorans, des pélicans, des centaines de lions de mer ont élu domicile sur d'énormes rochers couverts de guano. Hélas, tout a une fin, même les plus beaux voyages. C'est ici, aux îles Ballestas, que se termine ce périple péruvien, riche en couleurs, en péripéties, en découvertes. Mon rêve d'enfance s'est donc enfin réalisé. Il me reste à me créer d'autres rêves, plus extraordinaires encore. Qui sait, peut-être deviendront-ils un jour aussi une réalité.